Le 31 décembre 2010, le corps de John P. Wheeler, le troisième, un consultant de haut niveau au Pentagone et un initié de la défense, a été retrouvé abandonné dans une décharge du Delaware. Aucun suspect, aucun mobile. Juste un incident tragique et malheureux. Ou bien était-ce vraiment le cas? Car en y regardant de près, Wheeler n'est pas le seul. Partout dans le monde, de la R&D de la défense américaine, des ingénieurs, des chercheurs et des initiés continuent d'être retrouvés morts ou de disparaître complètement dans des circonstances étranges. Plus on creuse, plus il est difficile de croire à cette version. Maintenant, la question n'est plus seulement comment il est mort, mais si ces morts sont liées, et ce qui pourrait être enterré avec elles. Chapitre 1. Le consultant retrouvé dans une décharge. John P. Wheeler. Le troisième était pratiquement né pour être un initié parfait. Il est né dans une famille en militaire, a été diplômé de West Point, et a dirigé des troupes à la base américaine de missiles Nike Hercule. Il possédait des diplômes de droit de Harvard et Yale, et a travaillé comme analyste de système au bureau du secrétaire à la défense, militant, planificateur principal chez Amtrak, et jeune officier d'état-major au Pentagone. Son CV était impressionnant, mais c'est là que ça devient intéressant. De 2004 à 2008, Wheeler a travaillé directement aux côtés des hauts dirigeants de la défense, conseillant sur les acquisitions, la logistique et l'énergie au sein du Pentagone et de l'armée de l'air américaine. Tout cela lui a permis d'obtenir un poste à la Mitre Corporation, organisation fédérale travaillant sur l'aviation, les systèmes de défense, la cybersécurité et bien d'autres domaines, souvent dans l'ombre de grands projets gouvernementaux. Si John Wheeler III n'était pas le cœur battant de la technologie de défense aux États-Unis, il était indéniablement l'un des organes à ses côtés. En 2010, il a ajouté un autre titre à sa collection. Victime d'un meurtre troublant et mystérieux. En un sens, les gens avaient appris à s'attendre à des choses étranges de la part de Wheeler, âgé de 66 ans. C'était un excentrique qui vivait à fond, explorant apparemment chaque opportunité qui s'offrait à lui. Mais il avait aussi reçu un diagnostic de trouble bipolaire et avait été hospitalisé pour cela en 2004. À la fin du mois de décembre 2010, tous ses pires ennuis semblaient derrière lui. Il avait fêté Noël avec sa famille, avant de dire qu'il devait faire un rapide aller-retour à Washington pour le travail avant la nouvelle année. La prochaine fois que quelqu'un l'a vu, ce n'était pas en personne. C'était sur des images de vidéosurveillance floues et décousues. Après cela, il n'a plus jamais été revu. Lorsque Wheeler est arrivé dans sa propriété du Delaware, l'une des plusieurs maisons qu'il possédait, son comportement a commencé à changer d'une manière qui allait plus tard renforcer le mystère entourant sa mort. Le 28 décembre, à Newcastle, Delaware, un homme supposé être Wheeler a été vu lançant des fumigènes anti-nuisibles dans une propriété voisine. Ce n'était pas un acte aléatoire. Engagé depuis des années dans un litige avec ce voisin, il affirmait que leurs travaux bloquaient sa vue sur le fleuve Delaware. Le 29, son état semblait s'être encore détérioré. Il a été vu sur des images de vidéosurveillance à l'extérieur d'un parking, semblant visiblement bouleversé. L'une de ses chaussures était déchirée, et il ne portait pas de manteau. Il a dit à l'agent du parking qu'il devait se réchauffer avant de payer les frais de stationnement. Mais sa voiture était en réalité garée dans un tout autre parking à plusieurs kilomètres de là. Sur toutes les images de vidéosurveillance, il semble nerveux et effrayé, comme un homme qui pense être surveillé. Il a affirmé que sa mallette avait été volée. Et l'agent du parking qui lui a parlé dira plus tard qu'il savait que quelque chose n'allait pas. Plus tard, il a demandé à son pharmacien de l'emmener à la gare. Quand celui-ci a proposé d'appeler un taxi, Wheeler s'est enfui, persuadé qu'il ne pouvait faire confiance à personne. Peut-être, dans une certaine mesure, avait-il raison. Le 30 décembre, à 8h du matin, Wheeler est entré titubant dans un subway, sale et débraillé. Il a acheté un café et est reparti. Il est allé chez un avocat peu après et a clairement tenté de cacher son visage aux caméras de sécurité. Il a tenté de se faire conduire jusqu'à Philadelphie depuis un bureau de l'administration des petites entreprises. La dernière fois qu'il a été vu, c'était entre 20h et 21h. Ce soir-là, errant dans le centre-ville de Wilmington et capté par pur hasard sur des images de vidéosurveillance. Son corps, jeté dans une benne à ordures commerciales, ne serait retrouvé qu'à la décharge de Cherry Island à Wilmington, lors du vidage des déchets. Al Brown, directeur adjoint du bureau du médecin légiste, a affirmé que la cause du décès de Wheeler était un traumatisme contondant non pénétrant au-dessus du cou. Le rapport d'autopsie a également noté des traumatismes corporels étendus. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'une mort naturelle, et ce n'était pas quelque chose qui pouvait être facilement écarté. Nous avons le comment, le où et le quand, mais les réponses au qui et au pourquoi restent terriblement sans réponse. Est-il possible que Wheeler, en détresse, ait réputé pour son franc-parler, ait croisé la mauvaise personne lors d'une crise de manie, et ait été battu à mort avant d'être jeté dans une benne à ordures?
Sa montre et sa bague de promotion coûteuse étaient toujours sur son corps lorsqu'il a été retrouvé, écartant le vol comme motif du meurtre. À moins qu'on ne l'ait dépouillé de quelque chose d'inestimable mais facile à manquer, les connaissances enfermées dans son cerveau, perdues à jamais, s'il venait à connaître un destin malheureux. Quelques jours seulement, avant que cet incident ne se produise, il avait envoyé un email à son ami Richard Rudez, dans lequel il exprimait ses inquiétudes, pensant que les États-Unis n'étaient pas prêts à faire face aux menaces de la cyberguerre à venir. Qu'est-ce qui le rendait si certain? Wheeler avait-il aperçu ce qu'il ne devait pas? La famille de Wheeler a offert une récompense de 25 000 $ pour toute information permettant de résoudre son meurtre, mais personne ne s'est jamais manifesté. Sa femme, Catherine Kleiss, a supposé dans une interview avec le magazine Slate. Je pense que peut-être que personne n'a réclamé la récompense parce qu'ils ont déjà été payés. Si vous pensez que The Infographics Show utilise une machine secrète pour produire des vidéos en continu, sachez qu'il s'agit surtout de beaucoup de travail. Chaque scène et chaque graphique doit venir de quelque part, et créer tout cela à partir de zéro peut prendre des heures. C'est exactement pourquoi les outils qui accélèrent le processus sont importants. Et cela nous amène à Storyblocks. Storyblocks est une bibliothèque créative tout en un, remplie de séquences vidéo, d'animations graphiques, de modèles et d'incrustations. Donc, au lieu de créer chaque graphique à partir de zéro comme un maniaque privé de sommeil, vous pouvez prendre des éléments déjà soignés, les personnaliser et continuer d'avancer. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration au son naturel. Si vous avez besoin d'une voix rapidement et que je ne suis pas disponible, l'humanité a prévu un plan de secours. Pour des visuels personnalisés, leurs outils de montage vidéo IA, alimentés par Runway, permettent de générer et d'ajuster des éléments rapidement tout en gardant le contrôle. De plus, vous accédez à des milliers de modèles dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, où la plupart des créateurs montent et ajoutent leurs effets visuels. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger un contenu illimité. C'est une option incroyablement économique. Donc, si vous voulez commencer à créer de meilleures vidéos vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. Et l'offre se termine bientôt. Alors vous devriez agir rapidement. Commencez à créer de meilleures histoires. Maintenant, revenons à l'épisode. Débarrassé du corps, c'est un miracle qu'il ait été retrouvé. Pour moi, ça ressemble vraiment au travail d'un professionnel. Thomas McInerney, officier de l'armée de l'air à la retraite, affirme « Un homme avec cette expérience, il pourrait y avoir eu acte criminel pour obtenir certains de ses secrets. » Comme l'a titré un journal, le corps d'un expert en cyberguerre assassiné retrouvé dans une décharge. Il est tentant de se demander si le type de travail dans lequel John P. Wheeler III était impliqué et les environnements classifiés qu'il fréquentait pourraient être liés à ce qui lui est finalement arrivé. Pris isolément, cette question pourrait sembler spéculative. Et si c'était un cas isolé, cela en resterait peut-être là. Mais ce n'était pas le cas. Chapitre 2. La série Marconi. Ceux ayant collaboré étroitement avec le gouvernement sur des projets technologiques, surtout liés à la propulsion, connaissent souvent des morts violentes et étranges, même si ces décès ne correspondent pas à ce que l'on sait d'eux. Cela inclut une liste qui a commencé à circuler en ligne de 25 scientifiques décédés sur une période de 8 ans, entre 1982 et 1990, alors qu'ils étaient liés d'une manière ou d'une autre au tristement célèbre programme de défense Guerre des Étoiles. L'affaire, appelée Incident des morts de scientifiques de Jake Marconi, tient son nom de l'entreprise où il travaillait. Le Dr Keith Bowden, un informaticien principal sur le projet, fut le premier après une réception à Londres vers 1982. Alors qu'il rentrait chez lui, sa voiture a perdu le contrôle en traversant un pont, a dévalé un talus et a fini dans une gare de triage abandonnée. Il a été tué sur le coup. Sa femme et son avocat n'ont jamais cru à la version officielle d'accident lié à l'alcool. Ce comportement était si inhabituel pour le Dr Bowden que leurs craintes ont rapidement été écartées. En 1985, le technicien radar Roger Hill est mort avec son propre fusil de chasse, et l'ancien employé de Jake Jonathan Wash est tombé par la fenêtre de son hôtel. D'ailleurs, il avait confié à ses amis et à ses proches qu'il craignait pour sa vie pour des raisons inconnues dans les jours précédant sa mort, tout comme les inquiétudes persistantes exprimées par John Wheeler. Mais les décès allaient devenir encore plus étranges et plus effrayants. En 1986, un prodige de 24 ans des systèmes de contrôle informatique, Vimal Dajibai, a fait une chute mortelle d'un pont suspendu au-dessus de la rivière Avon, chutant de 101 mètres. Il est facile de penser qu'il pourrait s'agir du résultat tragique d'un génie poussé à bout par la pression.
Sauf que cela n'expliquerait pas le fait que son pantalon était baissé jusqu'aux chevilles et qu'il avait une piqûre d'aiguille bien visible sur l'une de ses fesses. Mais d'une certaine manière, cela semble plutôt anodin comparé à la mort d'Arshad Sharif cette même année. Ce pionnier des antennes paraboliques de détection par satellite se comportait de façon incroyablement étrange dans les jours précédant sa mort. Mais rien n'aurait pu préparer qui que ce soit à ce qui s'est passé ensuite. Il a noué une corde à son cou, l'a passée sur une branche d'arbre et fixé l'autre bout à l'arrière de sa voiture, selon le rapport officiel. Et c'est ce que la scène de crime du scientifique décapité assis dans sa voiture a apparemment amené les enquêteurs à conclure. En 1987, 2 autres chercheurs ont été tués dans des circonstances étrangement similaires, Richard Pugh et Mark Wisner, tous deux travaillant pour le ministère de la Défense. Tous deux ont été retrouvés les pieds attachés et des sacs en plastique placés de force sur la tête, les étouffant. Dans les 2 cas, à quelques mois d'écart, le coroner a conclu qu'il s'agissait d'un accident lors d'un jeu sexuel. John Britton, David Skills, Trevor Knight, Peter People et Andrew Hall, tous scientifiques impliqués soit dans le MAUD, soit chez Marconi, sont morts d'une intoxication au monoxyde de carbone à leur domicile durant cette période. Une négligence surprenante pour des hommes si professionnels et prudents. Les morts étranges et violentes ont persisté jusqu'à la fin des années 80. En 1987, David Sands a conduit sa voiture à grande vitesse contre la façade d'un café vide et a pris feu. Il y avait 2 bidons d'essence supplémentaires dans la voiture avec lui. Michael Baker, George Contis et Stuart Gooding mouraient également dans d'étranges accidents de voiture. David Greenhall, un autre employé d'un sous-traitant de la défense, a sauté d'un pont le même jour où Gooding était mort. Il est décédé quelques jours après, mais à l'hôpital, conscient, il disait ignorer ce qui se passait. Alastair Beckham et John Ferry sont tous 2 morts d'une électrocution auto-infligée au cours du même mois. Et la seule femme scientifique sur la liste des décès, Shoni Warren, a connu une mort particulièrement horrible en 1987. Elle a été bâillonnée, la corde au cou, et noyée dans de l'eau peu profonde, ce que les enquêteurs de l'époque ont déclaré comme étant auto-infligé. Un délinquant récidiviste a été arrêté pour ce crime plus de 30 ans plus tard, en 2021. Vu la folie entourant cet événement, il est difficile de reprocher à quiconque d'être sceptique sur les détails officiels. À première vue, cela commence à ressembler à un schéma troublant unique. Une époque où plusieurs scientifiques liés au secteur de la défense et de l'aérospatiale sont morts dans des circonstances très diverses, sans qu'aucune explication unique ne les relie. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Chapitre 3. La carte de la zone de mort. En plaçant les 11 corps retrouvés ou leurs derniers emplacements connus sur une carte des États-Unis, certains regroupements apparaissent immédiatement. Ces cas ne sont pas le simple résidu aléatoire des données démographiques. Nous observons 3 zones de mort distinctes, où il semble extrêmement dangereux d'être un scientifique américain de haut rang. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le corridor technologique, qui s'étend du Massachusetts à l'Alabama. Parmi les premiers dans ce schéma, il y avait Amy Eskridge, décédé le 11 juin 2022. Selon les autorités, il s'agissait d'une blessure par balle auto-infligée à Huntsville, Alabama. Jason Thomas a été vu pour la dernière fois à Wakefield, Massachusetts, le 12 décembre 2025. Son cadavre imbibé d'eau a été retrouvé dans un lac voisin en mars 2026. 3 jours après la disparition de Jason Thomas, le 15 décembre, Nuno Loureiro a été abattu dans le hall d'entrée de son domicile à Brookline, dans le Massachusetts, à environ 30 minutes en voiture de l'endroit où Thomas a disparu. Mais ce sont en fait les tendances les moins préoccupantes, surtout face aux 2 autres ensembles de données, ceux du Nouveau-Mexique et de Californie. En Californie, à une distance étonnamment faible du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ou JPL et de Caltech, nous avons 4 autres noms suspects à ajouter à la liste. Michael David Hicks a été retrouvé mort dans sa propre maison à Sunland le 30 juillet 2023. Frank Mywald est décédé de cause inconnue à Los Angeles le 4 juillet 2024. Monica Reza a disparu lors d'une randonnée sur le mont Waterman près de Los Angeles le 22 juin 2025. Et le 16 février 2026, Carl Grillmeyer a été abattu sur son Porsche à Llano, dans la vallée de l'Antelope. C'est un scientifique de renom en Californie qui est retrouvé mort ou porté disparu chaque année depuis 2023. Cette série d'affaires est connue sous le nom de corridor aérospatial. Et au Nouveau-Mexique, dans ce que les enquêteurs appellent le corridor nucléaire, la situation semble tout aussi sombre. En mai 2025, Anthony Chavez, un résident de Los Alamos, a disparu sans laisser de traces. Un mois plus tard, en juin, Melissa Casey, également de Los Alamos, a été vue pour la dernière fois marchant le long de la route d'État 518 à Talpa, avant de disparaître.
Et après un mois de juillet sans incident, ce phénomène effrayant a frappé de nouveau en août lorsque Steven Garcia a disparu. Il a été vu pour la dernière fois quittant son domicile à Albuquerque avec une arme de poing chargée, mais il a laissé son téléphone et son portefeuille à la maison. Et le 27 février 2026, le général de division à la retraite William Neal McCasland a quitté son domicile et n'est jamais revenu. Au moins, 11 scientifiques sont morts, ou ont disparu depuis 2022, en plus du cas isolé de Huntsville, concentrés dans des zones géographiques bien définies dans 3 principaux points chauds à travers les États-Unis. Mais cela, c'est seulement en regardant les grandes lignes sur une carte. En creusant les détails pour comprendre les points communs entre ces scientifiques, il est presque impossible d'éviter d'avoir des frissons. Chapitre 4. Traqué et effrayé. Tout comme le série de décès dans les années 80, tous ces chercheurs étaient impliqués dans l'industrie aérospatiale ou de la défense d'une manière ou d'une autre. L'un était un ancien planétologue au Jet Propulsion Laboratory, tandis qu'un autre travaillait comme ingénieur sur des systèmes avancés d'observation de la Terre liés aux missions de la NASA, dans la même institution. D'autres avaient passé des années dans des rôles techniques ou de soutien dans des laboratoires nationaux, comme Los Alamos et le Kansas City National Security Campus, œuvrant dans des domaines de la science des matériaux à la logistique et l'infrastructure. Ce schéma s'étend également au monde universitaire et à la recherche de pointe. Un physicien spécialiste du plasma dirigeant des travaux au Plasma Science Infusion Center du MIT apparaît dans le même réseau élargi aux côtés d'un chercheur retraité du Caltech, connu pour ses contributions aux études sur les exoplanètes et la matière noire. D'autres connexions ont atteint le Marshall Space Flight Center de la NASA, et même la haute direction du laboratoire de recherche de l'armée de l'air américaine. Ils suivent un schéma similaire à la série de décès mystérieux chez Marconi, survenus des décennies plus tôt. Mais peu de cas dans toute cette histoire sont plus étranges et troublants que celui d'Amy Eskridge, la chercheuse en antigravité autoproclamée de Huntsville. Elle était la fondatrice et PDG de l'Institut pour la science exotique, une organisation de recherche axée sur la propulsion avancée, l'énergie du point zéro et les technologies d'antigravité. Vers la fin de sa vie, Eskridge serait devenu très paranoïaque concernant son travail, craignant d'être traqué par des personnes intéressées par ses activités. La paranoïa est devenue si forte qu'elle a engagé un ex-officier du renseignement britannique pour veiller sur elle, mais cela n'a pas suffi. Elle affirmait avoir subi des attaques physiques, dont des brûlures causées par une arme à énergie dirigée d'un type inconnu, ainsi que des attaques psychologiques, comme le harcèlement et la surveillance constante. Le même sort a malheureusement frappé Eskridge, retrouvée morte chez elle d'une blessure par balle, une arme abandonnée à proximité. Cela semblait une affaire simple et évidente, quoique tragique. Cependant, l'un des amis d'Eskridge a signalé un message qu'elle lui aurait laissé avant sa mort pour qu'il le publie, qui disait « Si tu vois un rapport indiquant que je me suis suicidé, ce n'est absolument pas le cas. Si tu vois un rapport disant que j'ai fait une overdose, ce n'est absolument pas le cas. Si tu vois un rapport disant que j'ai tué quelqu'un d'autre, ce n'est absolument pas le cas. » Bien sûr, il faut tout de même prendre en compte les paroles de quelqu'un dans un état de détresse mentale aussi extrême. Le père d'Eskridge a indiqué que sa mort n'était pas surprenante vu ses problèmes chroniques. Que signifie tout cela? Probablement pas grand-chose, voire rien. Lorsqu'on examine cela de près, en tenant compte à la fois des causes de décès et de la nature spécifique du travail de chaque personne concernée, il est hautement improbable qu'il s'agisse de quelque chose de plus que de simples tragédies aléatoires, de la vie et de la mort pour tous ceux qui sont impliqués. Dans de nombreux cas, les proches de personnes disparues ou décédées jugent la diffusion de théories du complot en ligne sur leurs proches à la fois ridicule et exploitatrice. Mais si vous travaillez dans l'aérospatiale, il ne serait sans doute pas inutile de rester un peu prudent, au cas où. Parce que des schémas comme celui-ci ont tendance à persister, restant discrètement au fond de votre esprit longtemps après que les faits semblent établis. Découvrez pourquoi toutes les personnes liées à JFK ont été soudainement et mystérieusement tuées, ou regardez ceci.